Merci. Monsieur Juanico a la parole pour 10 minutes. Bien, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Vice-président de la Commission, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, nous avons le sentiment qu'avec cette proposition de loi sur les activités immobilières des établissements d'enseignement supérieur, la majorité confond une nouvelle fois vitesse et précipitation. Pourquoi une telle précipitation alors que nous ne disposons toujours pas d'une évaluation précise de la loi LRU, Liberté et Responsabilité des universités, votée il y a maintenant 3 ans, alors que, vous le rappeliez tout à l'heure, Madame la Ministre, la quasi-totalité des universités est désormais engagée dans ce processus d'autonomie. Madame la Ministre nous a dit tout à l'heure, dans son bref propos introductif, que les universités ont envie d'autonomie. C'est vrai. Et nous interrogeons aussi les acteurs de la communauté universitaire sur le terrain. Et qu'est-ce qu'ils nous disent, ces acteurs? Ils nous disent une première chose. Effectivement, si la loi LRU a incontestablement amélioré l'autonomie financière des universités, elle a également généré depuis une forme de bureaucratie supplémentaire. Elle a favorisé aussi une forme de recentralisation des relations entre les universités et le ministère, et parfois restreint la liberté pédagogique des établissements. Elle a conduit aussi, ils nous le disent, parfois à plus d'opacité dans l'allocation des moyens financiers, avec l'augmentation significative, vous le savez, de la part contractualisée. Au chapitre évaluation de votre politique, Madame la Ministre, dois-je aussi vous rappeler, oui, mais ce n'est pas tout à fait ce qui a été mis en place, mon cher collègue, dois-je aussi vous rappeler, Madame la Ministre, les critiques formulées en juin dernier par la Cour des comptes dans son rapport sur la politique de regroupement dans l'enseignement supérieur, et notamment à l'encontre de l'opération Plan Campus, sa gouvernance, sa complexité, notamment des montages financiers auxquels elle a donné lieu. Quelle suite comptez-vous donner à ces observations? Nous aurions souhaité pouvoir en discuter aussi ce soir à l'occasion de l'examen de cette proposition de loi. La dévolution aux universités de leur patrimoine immobilier, qui est l'objectif central de l'article 1 de la proposition de loi, peut se révéler un cadeau empoisonné, comme le montre le faible nombre d'universités, moins de 10, qui ont fait pour le moment la demande de cette compétence immobilière. Alors que 35% des biens immobiliers des universités sont considérés comme vétustes, et 31% de ces biens nécessitent de lourdes opérations de réhabilitation, Pascal de Guilhem le rappelait tout à l'heure, les crédits destinés à la mise aux normes et à la maintenance des bâtiments sont en baisse dans le projet de loi de finances pour 2011. Et dans de telles conditions, on peut se demander si les universités qui choisiront d'exercer cette compétence immobilière recevront en retour de l'État une dotation annuelle suffisante leur permettant d'entretenir et de renouveler le patrimoine transféré. L'article 2 de la proposition de loi nous pose plus de problèmes. La possibilité d'habiliter les presses à délivrer directement des diplômes nationaux en lieu et place des universités nous semble dangereuse en ce qu'elle porte une atteinte grave au monopole de délivrance des diplômes par les universités publiques. C'est un cadeau aux établissements privés, alors qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes obligations de service public que les universités, qu'il s'agisse des contenus pédagogiques, de la neutralité des formations, des modalités d'examen, de l'absence de sélection des étudiants ou de la réglementation des droits d'inscription. Une telle possibilité va encore exacerber la concurrence entre établissements publics et établissements privés. Si les presses peuvent constituer une chance pour les universités, qu'en est-il pour celles qui n'en font pas partie? Faut-il, prenant pour seule boussole le classement de Shanghai, pourtant très contesté et contestable, et au nom de la concurrence et de la compétitivité, accroître encore le fossé qui sépare les pôles d'excellence d'un côté et les pôles universitaires de proximité de l'autre, et notamment ceux qui ne font pas partie des presses, et j'aimerais qu'on puisse en discuter aussi ce soir, car nous ne voudrions pas que ces pôles universitaires de proximité soient simplement cantonnés au premier cycle et qu'ils soient, de fait, avec la disposition de l'article 2, soumis à la concurrence des presses pour la délivrance des diplômes nationaux. Vous le savez, Madame la Ministre, ces établissements de proximité
obtiennent d'excellents résultats, notamment en matière d'insertion professionnelle des étudiants au niveau master. Une récente enquête nous donnait des chiffres et des taux, des pourcentages proches de ceux des grandes écoles en termes de réussite, autour de 92%. Et donc, nous voudrions, à l'occasion de l'examen de ce texte ce soir, vous reposer une question essentielle, qui est la question des concentrations des moyens financiers dans l'enseignement supérieur sur les pôles d'excellence. Et donc, cette concentration des moyens financiers, elle pose une autre question, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en termes de possibilités de financement des autres projets immobiliers dans les établissements de taille moyenne ou de taille plus modeste. Je prends souvent l'exemple du projet de transfert à Saint-Étienne de la fac de sciences de la Métard sur le site Manufacture Plaine-Achille, qui est un petit projet en termes de coûts, quelques millions d'euros, mais qui est extrêmement structurant pour un pôle universitaire comme Saint-Étienne. Et pourtant, ce projet, pour le moment, ne bénéficie pas encore d'un soutien financier de l'État. Et donc, pour toutes ces raisons, Madame la Ministre, et celle qu'a rappelé bien évidemment mon collègue Pascal Le Guillem tout à l'heure en introduction, eh bien nous ne pourrons pas voter ce texte, cette proposition de loi sur les activités immobilières dans l'enseignement supérieur. Je vous remercie. Merci. Alors, chers collègues, je dois vous dire, moi je suis prête à aller jusqu'à 8h30 pour vous éviter une suspension de séance et de revenir après le dîner. Mais je ne pourrais pas aller au-delà de 8h30. Donc si tout le monde fait un effort, je pense que nous pouvons y arriver. Voilà.